Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous vous proposons de faire un tour d'horizon sur les faits et en marquer l'actualité de la semaine. Au milieu donc de ce numéro, nous allons toujours continuer avec le sillage des élections législatives, avec les contestations après les résultats officiels qui ont été proclamés par le Conseil constitutionnel. Mais cette fois-ci, ce qui marque maintenant cette contestation, c'est le mouvement Y en a marre, le mouvement du Forum du justiciable, l'ARADO, des organisations donc de la société civile, qui ont décidé de porter plainte contre l'État du Sénégal qui, estime-t-il, a empêché à des millions de Sénégalais de ne pas voter. Hier, donc, ils ont fait un point sur la signature, la pétition qui circule sur le net. Aujourd'hui, ils disent être à plus de 8000 signatures, ce qui veut dire tout simplement que la pétition, en tout cas que les gens négligés, semble être une chose quand même très sérieuse. Alors, est-ce que cette pétition de Y en a marre ou bien cette plainte contre l'État du Sénégal pourra-t-elle connaître donc une issue heureuse? Voilà la question que tout le monde se pose. Nous allons aussi évoquer le cas Khalifa Sall. Lui aussi, de son côté, un collectif donc, a été monté cette semaine. Et ce collectif a donc pour ambition de collecter 1 milliard pour donc déposer une caution pour la liberté de M. Khalifa Sall, le maire de Dakar. Une caution qui est aussi sujet à controverse, puisque d'aucuns estiment qu'il ne s'agit pas d'une caution, mais plutôt d'une rançon, puisqu'ils estiment que le maire de Dakar est tout simplement un détenu politique. Pour aborder ces thèmes, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux hommes politiques. L'un, c'est M. Malick Gueye, il est responsable de la jeunesse du Grand Parti. M. Gueye, bonsoir. Avec vous sur ce plateau, notre responsable politique, mais cette fois-ci de la mouvance présidentielle, il s'agit de M. Ousseynou Diouf, il est responsable de la paire Thiès. M. Diouf, bonsoir. Bonsoir. Alors, je reste avec vous, vous êtes au courant de la plainte qu'il y a des mouvements de la société civile comme Y en a marre, le Forum du Justiciable, l'ARADO, entre autres. Ils ont entrepris donc de porter plainte contre l'État du Sénégal à la suite donc de l'organisation jugée chaotique alors des dernières élections législatives. Alors, vous trouvez que la démarche, comment vous la trouvez? Bon. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter sur ce plateau. Et en même temps, je salue tous mon co-débatteur, mais aussi les téléspectateurs de votre vie. Par rapport à cette plainte, moi, je dis que ce n'est que du bruit. Et c'est très normal parce que après les élections, nous tous avons suivi le déroulement de ces élections. Et je pense que les élections sont un processus. Ça commence par le début jusqu'à la fin. Et ces gens-là qui sont en train de vouloir porter plainte contre l'État du Sénégal, je pense que durant tout le long du processus, nous avons mis expliqué jusqu'à présent. Et maintenant que les résultats officiels sont sortis, je pense que ce qu'ils sont en train de faire n'est que de l'agitation. Maintenant, le but de leur agitation, c'est quoi? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. C'est quoi selon vous? Pour moi, c'est des politiques qui sont tapis derrière et qui sont en train de les manipuler comme ils veulent. Parce que lors du processus électoral, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a aucune réserve qu'on a constatée. Il faut le signaler, depuis les dialogues, on avait invité toutes les parties prenantes vraiment à venir apporter leur contribution par rapport à l'évolution de la chose politique. Bon, attends, jusqu'aujourd'hui, c'est d'ameuter les gens et dire on a eu des signatures dans un 7000 pour dire que nous allons porter plainte contre l'État du Sénégal. Moi, pour moi, c'est de certaines perdues parce que les résultats officiels ont été déjà donnés. Et je pense qu'il faudrait quand même qu'on respecte la... Mais dans les faits, M. Diouf, c'est-à-dire que ces organisations de la société civile ne contestent pas forcément les résultats, mais ils sont en train de dénoncer le fait qu'on a privé quelque chose comme plus d'1 million de Sénégalais de son droit de vote à cause de la distribution des cartes d'identité. Mais c'est là où je ne suis pas du tout d'accord, puisque l'État du Sénégal le gouvernement avait bien pris cela en compte. À la veille des élections. C'est la raison pour laquelle on avait permis aux Sénégalais qui n'étaient pas détenteurs de la dernière carte, de la nouvelle carte d'identité biométrique, de pouvoir aller voter avec l'ancienne carte d'identité et munis de leur récépissé. Moi-même, j'en ai eu des cas à moi, à Thiès. Parce que le jour de l'élection, j'ai eu des militants qui devaient voter avec l'ancienne carte d'identité et les récépissés. Et avec eux, on a fait quelques bureaux de vote et ils ont voté comme tout le monde. On n'a pas privé, c'est ce qu'il faut préciser aux Sénégalais, c'est qu'on n'a privé personne de son droit.
C'est-à-dire que là où le gouvernement n'avait pas pris d'alternative par rapport à ceux qui n'avaient pas reçu leur carte, leur nouvelle carte d'identité, c'est là, à ce moment, qu'on pourrait dire qu'on leur a privé de leurs droits. Mais par rapport à ça, il y avait une autre alternative qui a été mise en position pour leur permettre de jouir de leur droit de vote. Et je pense que leur plainte n'a pas sa raison d'être. La plainte n'a pas sa raison d'être. Monsieur Malick Gueye, vous êtes de l'opposition. Est-ce que vous adhérez au combat de ces mouvements de la société civile? Bon, absolument, parce que je pense que je vais saluer d'abord mon co-débatteur, je vous remercie de l'invitation. Moi, je pense qu'il faut voir la question plus sur le plan philosophique que sur le plan juridique. J'ai l'impression que depuis que le président de la République a félicité son président, les communications changent. Je pense qu'au lendemain des élections, j'ai écouté des responsables de la paire qui ont dit d'accord, ok, les élections, il y a eu quand même des manquements. Mais lorsque le président a dit que le ministre de l'Intérieur, je vous félicite, les gens sont en de communication dans le sens de plaire au président de la République. Et voilà, c'est dommage de l'hyper-présidentialisme, l'hypertrophie de la fonction présidentielle. C'est-à-dire tout se résume au président de la République. Certains même cherchent à voir ce qui est dans la conscience du président de la République pour l'exécuter, afin de plaire au système que le président de la République a mis en place. Maintenant, il faut comprendre que je pense que les premières organisations qui ont fait le diagnostic préélectoral, en réalité, nous, l'opposition, notre coalition Manko Taxawu Sénégal n'a pas encore fait l'évaluation des élections. Qu'est-ce que vous attendez? Non, je veux dire, c'est pour vous dire que la RADDHO, Amnesty International, tous ces organismes-là ont déjà donné leurs conclusions par rapport au diagnostic électoral qu'ils ont eu. Je pense que les questions Amnesty a, dans ses conclusions, clarifié qu'il y a une violation du code électoral sur l'histoire des récépissés, le Conseil constitutionnel qui donne son avis, sur une question qui devait être modifiée par l'Assemblée nationale. Et tout le monde est d'accord, toutes les personnes épris de justice sont d'accord sur le fait que le Conseil constitutionnel n'avait pas à donner un avis sur une question qui doit modifier la loi électorale. Parce que le Conseil ne peut pas être au-dessus de la loi. Maintenant, sur toujours ces manquements, la question que les gens se sont posées, c'est que pourquoi dans certaines zones qui devaient être plus compliquées, dans certaines zones où le pouvoir avait des signes, des présomptions de victoire, dans ces zones-là, il n'y a pas eu de problème. Par exemple, en Matam, le vote s'est passé de manière formidable. Le retrait des cartes a atteint des taux exponentiels, 95, quelques pourcents, alors que Dakar, on était à 50%. Je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'alchimie ou l'algorithme qui a été utilisé par le pouvoir pour emporter ces élections, parce qu'il n'y a pas eu d'élections. Il y a quelqu'un qui me disait que les élections ont été remportées, je dis que les élections ont été emportées, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu d'élections. Et ce schéma qui a été utilisé, c'est un schéma en amont. Et je pense que ça va revenir dans toutes les évaluations politiques qu'on fera sur ces élections-là. Parce que si vous vous rappelez bien, mon co-débatteur a parlé tout à l'heure du dialogue que le président de la République avait convié l'opposition. Nous, au niveau du grand parti, on n'y est pas allé. Et je pense qu'on a eu raison sur beaucoup de partis qui sont partis. Parce qu'au même moment où le président de la République organisait ce processus de dialogue, son ministre de l'Intérieur a fait passer une loi à l'Assemblée nationale pour faire une refonte partielle du fichier électoral, alors que cette systématisation-là devait être discutée au niveau des plénipotentiaires des partis au ministère de l'Intérieur. Je pense que c'était plus décent d'attendre à ce que les conclusions de ces discussions entre le ministère de l'Intérieur soient systématisées pour qu'on puisse prendre, ces décisions-là. Pour vous dire qu'en réalité, il n'y a pas eu un appel sincère au dialogue. Il y a toujours eu, cette ruse que le pouvoir a utilisée pour déjà basculer le fichier des militants de la paire dans le fichier électoral. Parce que nous avons tout compris, hein. C'est-à-dire que l'opposition n'a pas cette logistique qui lui permet de faire inscrire leurs militants à outrance d'une manière discrète sans que personne ne chasse. Et la question fondamentale qu'on doit se poser dans ce pays,
c'est que aujourd'hui, le Sénégal appartient à tout le monde. Et aujourd'hui, moi, je n'ai rien contre ces fonctionnaires, ces sous-préfets, mais il faut qu'ils sachent qu'en réalité, il y a eu des régimes qui sont passés, qui ne sont plus là. Quand on est fonctionnaire, je pense qu'on doit défendre la République. Mais aujourd'hui, moi, dans ma commune, j'ai eu ce problème-là. D'ailleurs, j'ai même organisé à l'occasion une conférence de presse sur ça, pour déplorer le fait que les inscriptions se faisaient la nuit chez le maire, qui était à la paire, qui organisait d'une manière sélective les inscriptions sur les listes électorales, parce que c'est simple. La nuit, le président de la commission électorale reçoit des pièces d'identité. La nuit, on nous dit que le matin, on prend 100, on s'arrête à 100. Il reçoit 70 de la paire la nuit, discrètement. Le matin, il vient, il fait son appel déjà sur les 70. Maintenant, les 30 qui restent est partagé par tout le monde. Ça, c'était, je veux dire, le système sélectif qui a été utilisé pour faire basculer le fichier de la paire dans le fichier électoral. Maintenant, sur la distribution des cartes électeurs. Bon, la distribution des cartes électeurs, tout le monde a vu tout à l'heure sur des éléments scientifiques le fait qu'il y a eu des disparates dans les régions. Des zones où la paire était sûre de remporter, je veux dire, l'élection, la distribution a été exponentielle. Les zones, et là on peut sortir les chiffres. Dakar, on est à moins de 50% de distribution. Pourquoi? Sur 900 000 électeurs. Parce que le calcul était simple. Sur le fichier de la région de Dakar a évolué vers 1 600 000, je veux dire, de la région. 914 000 pour Dakar, 700 et quelques mille pour Pékin, 191 000 pour Guédiawaye, 200 et quelques mille pour Rufisque. Alors que, en fait, il y avait une coalition qui s'était organisée, et puis qui était une coalition portée par des fils de la région de Dakar. Et dans leur analyse, ils se disaient que cette coalition, si cette coalition parvient à faire 30% dans la région de Dakar, ça va faire 20% au niveau national. Parce que l'électorat de Dakar, en fait, constitue le tiers de l'électorat. Et donc, je pense qu'il faut comprendre que, je pense qu'ils ont réussi sur leur stratégie d'infiltrer le fichier électoral. Malheureusement pour nous, je pense qu'on n'a pas pu peut-être organiser ce combat politique au moment donné, parce qu'il fallait qu'on s'organise pour refuser ça. Parce que le président Abdoulaye Wade l'a organisé à un moment donné, mais on n'a pas suivi sur le fait que le plus important, c'était le fichier électoral. Parce que, en fait, les résultats étaient déjà préfabriqués par un système informatique, par un système algorithme. Et je pense qu'il faut comprendre que, en tout cas, moi, je n'étais pas surpris de voir. Entre nous, je n'étais pas surpris. Et il y a plusieurs occasions à dire ça dans des instances de notre coalition. Vous le dites que si on ne fait pas attention, les militants vont aller voter, et puis nous, non-militants, ne voterons pas. Et l'histoire des primo-inscrits. Nous avons aujourd'hui, nous savons qu'il y a des études qui ont montré que souvent les primo-inscrits s'opposent. C'est-à-dire ceux qui n'ont jamais voté, les jeunes. Bon, je ne veux pas dire qu'ils sont... mais ils s'opposent. Mais les primo-inscrits n'ont pas pu voter par une décision de ne pas leur remettre les attestations le jour des élections. Mais vous n'êtes pas sûr que ces primo-inscrits-là allaient voter pour... non, je veux dire, ça dit que d'habitude, il y a une présomption, parce qu'on travaille sur des présomptions, sur des probabilités. Eux-mêmes, ils ont travaillé sur des présomptions, sur des probabilités. Et je pense que qu'ils ont eu quand même peut-être des ingénieurs très forts qui se sont basés sur la quantification même du fichier électoral pour faire de telle sorte que dans les départements où ils ont pensé que le vote allait être à leur défaveur, trouver un scénario qui leur permette d'infiltrer le vote et le processus électoral. Voilà, Ousseynou, vous semblez minimiser cette plainte de Y'en a marre, mais quand on a quand même 8000 signatures en une semaine, ce n'est plus une mince affaire quand même. Est-ce que c'est pas là quand même la crédibilité de ce combat-là? Mais je me pose même la question par rapport à cette crédibilité dont vous dites. Mais qui est Y'en a marre? Mais Y'en a marre. C'est un mouvement de la société civile. Un mouvement de la société civile, mais on dirait qu'il n'agit que par situation. Une situation qui est toujours
si je peux m'exprimer, qui n'est pas du tout favorable même à l'opposition. Finalement, c'est le constat que tout le monde a fait. Que tout le monde a fait. On se dit que Y'en a marre est une organisation qui est manipulée par des personnes qui sont tapées dans l'ombre. Parce qu'on n'a jamais vu Y'en a marre se soulever de manière spontanée pour aller défendre les intérêts des populations sans qu'il y ait une situation politique. Et en tant que politique, nous aussi, nous analysons les faits. Et les faits nous ont clairement montré que ces gens-là sont des personnes qui sont manipulées. Ils ne sont pas là pour les populations, mais ils sont là pour leur propre compte. Par rapport à cela, nous, à Thiès, nous l'avons vécu. L'honorable député Cissolo nous l'a dit, a révélé quelques informations lors d'un meeting, comme quoi que les jeunes de Y'en a marre étaient financés par des gens de l'opposition qui sont tapés dans l'ombre. Et ils n'ont pas démenti. Les téléphones qu'on leur avait achetés, ou je ne sais pas, ils arrivaient à communiquer sur WhatsApp, ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, on se dit que Y'en a marre n'est plus crédible. 8 000 signatures ou 20 000 signatures, nous, ça nous laisse au pôle Nord. L'essentiel. Mais ce n'est pas qu'il y en a marre qui porte ce combat-là. Il y a d'autres organisations. Il y a Amnesty, il y a la RADDHO, il y a le Forum du Justiciable. Amnesty, RADDHO et tout ça, toutes ces organisations-là, nous, cela. Non, je vous dis qu'il y a des personnes qui sont tapées dans l'ombre, qui les manipulent. Parce que le processus électoral n'a marqué aucune remarque vis-à-vis des superviseurs même de l'élection. Il faut signaler à M. Gueye que les élections qui ont été organisées au Sénégal ont été des élections supervisées. Et par rapport à cela, il n'y a aucune remarque, aucune grève qui a été notifiée à l'État du Sénégal. Parce que tout simplement, au niveau de tous les centres de vote, il y a eu des forces de sécurité en abondance. Le processus électoral se déroule de bonne manière. Et par rapport à ce processus que je connais très bien, pour avoir été observateur de l'ONEL, assesseur du bureau de vote, jusqu'à président du bureau de vote, sur le PV même, sur le PV au final que dresse le président du bureau ainsi que les autres membres, il y a toutes les failles qui ont été notées durant le processus devraient être notées quelque part, parce que quand vous dites qu'on a falsifié les élections ou bien qu'il y a eu des griefs par-ci, par-cela, il faudrait marquer ça sur le PV. Et à ma connaissance, il n'y a aucun PV sur lequel on a marqué une remarque pertinente pour dire que les élections se sont déroulées de manière chaotique dans cette zone. Donc tout ce qui suit, comme je l'ai dit, c'est de l'agitation, mais de l'agitation qui n'est que du vent qui va passer. Si c'était des hommes politiques, vous pouviez parler d'agitation, mais là, il s'agit de gens qui sont apolitiques, en tout cas qui n'appartiennent à aucune chapelle politique. Mais je vous dis que ce sont des politiques qui sont derrière ces gens-là. Vous en avez la preuve? Non, nous avons les preuves que ce sont des politiques qui sont derrière ces gens-là. Parce que je vous dis, une organisation qui ne se manifeste que lorsqu'une situation n'est favorable qu'à l'opposition. Et pourquoi cette même organisation ne se manifeste pas quand il y a une autre situation qui n'a pas de favorable du côté du gouvernement? Cette organisation-là est une organisation partisane. Ça, il faut le dire. Vous voulez qu'il soit avec vous, quoi? Non, je ne dis pas qu'il soit avec nous, mais il faut qu'au moins, qu'il réagisse de manière spontanée sans être téléguidé par qui que ce soit. Moi, c'est l'attitude que j'attendais de Y'en a marre, mais maintenant, je suis convaincu que Y'en a marre ne tape que vraiment quand l'opposition en a besoin. Et malheureusement, c'est le constat de tous les Sénégalais. Vous voulez dire que c'est des soutiens de l'opposition? C'est des soutiens de l'opposition. Y'en a marre, comme d'autres organisations, ne sont plus crédibles. Ça, je vous le dis. Et comment ont-ils fait pour pouvoir réunir, par exemple, 8 000 signatures? Mais écoutez, 8 000 signatures, Georges, 8 000 signatures qui se reposent sur quoi? Est-ce que vous avez la preuve matérielle qu'ils ont eu 8 000 signatures? Et puis même ça peut être des signatures de complaisance, hein? Des amis par-ci, des groupes d'amis par-cela. Mais écoutez, vous créez quelque chose en ligne, vous pouvez avoir tout de suite 10 000 signatures. Mais ce n'est pas tout fondé, ça ne reflète pas la volonté des Sénégalais. Les Sénégalais ont affirmé leur position lors de ces élections passées et je pense qu'on devrait respecter leur position. Monsieur Gueye, vous ne pensez pas que ce combat de Y'en a marre devait être le premier combat de la classe politique au lieu de laisser donc d'envoyer souvent au charbon les organisations de la société civile? Mais vous savez, en fait, ça veut dire que la politique en tant que telle n'est pas une affaire exclusive des responsables politiques, des hommes politiques. Parce que la politique, dans sa définition, c'est l'art de gouverner la cité. Et je pense que tous les pays qui ont eu des crises, je pense que la société civile n'a pas joué le rôle qu'il devait jouer. Maintenant, faire des jugements de valeur sur Y'en a marre, légitimement, ça peut
ça peut me faire penser en 2012, parce que nous, on était là. Parce que moi, en 2012, on était contre le président Abdoulaye Wade. Moi, j'étais avec Moustapha Niasse, responsable des jeunes de l'AFP, et on était avec Macky Sall. Et je pense qu'on a fait beaucoup de combats avec Y'en a marre quand même. Je pense qu'il faut quand même... la politique, c'est pas quand même, en fait, insulter l'avenir. Il ne faut jamais dire que bon, aujourd'hui, c'est parce que Y'en a marre n'est pas venu avec nous, parce qu'en 2012, ils ont refusé des positions, des responsabilités que l'État les avait. Maintenant, vous avez votre société civile à vous. Vous avez votre société civile, que tout le monde connaît. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que le débat, on peut fermer cette parenthèse. C'est quoi leur société civile? Non, je veux dire, ils savent les personnalités qui ont écrit des livres, qui ont rencontré n'importe quoi dans ce pays, qui ont théorisé tous les principes en matière qui ont signé les assises nationales. On était avec eux sur les assises nationales. Toutes les conclusions des assises qui les ont parfaites et puis qui ont travaillé pendant 3 mois sur les assises nationales. Et aujourd'hui, on a un système qui est aux antipodes des assises nationales. Ils disent rien. Parce qu'en réalité, bon, en fait, aujourd'hui... Donc il y a comme une société civile qui est avec l'opposition et une autre qui est avec le pouvoir, vous semblez dire. Il n'y a pas une société civile qui est avec l'opposition. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être il y en a marre dans l'activisme, tout ça. Politiquement, il y en a marre pour les gêner dans leur mobilisation, dans l'activisme, tout ça. Mais Amnesty International, quand même, c'est une organisation crédible. On ne peut pas dire... Moi, j'ai vu beaucoup de rapports d'Ecofinance sur le plan économique où Amnesty a donné des positions favorables à l'État. Parce que la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, le Forum du justiciable. Le Forum du justiciable, RADDHO. Aujourd'hui, je pense qu'il faut comprendre que ces organisations-là ne peuvent pas tous être corrompues. Moi, j'aurais compris qu'on me dise que, bon, en fait, il y a... Mais si tout le monde dit la même chose, ça veut dire qu'il faut revoir la question. Et je pense que, vous savez, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est-à-dire que même aider le président de la République, ce n'est pas être dans cette position de dire que tout va bien, bon, les élections ont été bien faites. Parce qu'en réalité, le débat est dans l'opinion. Allez demander aux Sénégalais si ces élections ont été bien organisées. Quand 1 million et quelques ne votent pas, quand plus de 300 000 ne connaissent pas le bureau de vote le jour des élections, utilisent Internet pour savoir leur bureau de vote. Et je pense que les gens ne sont pas gênés de venir dire à l'opinion que, à ces Sénégalais-là, qui nous écoutent, ces Sénégalais qui nous écoutent, qui n'ont pas voté, et puis qui sont peinés d'entendre mon co-débatteur dire qu'en réalité, bon, tout s'est bien passé. Parce que lui, il a voté. Mais la personne, moi j'ai un ami qui a fait de grandes responsabilités dans ce pays, mais le jour des élections, il était peiné de ne pas voter parce que son nom ne figurait pas sur le fichier électoral, je veux dire le fichier dans son bureau de vote. Et ces personnes-là, vous leur dites que les élections sont bien passées et qu'aujourd'hui, il s'agit de refaire la même chose en 2019. Moi, je pense que si la situation doit se présenter comme ça en 2019, on sera sur des avenirs incertains. Parce qu'il y a des choses que les gens n'accepteront plus. Et je pense qu'il faut comprendre que, moi je voudrais quand même que, je suis un peu gêné, à 57 ans de notre indépendance, qu'on reste toujours le débat politique, qu'on résume le débat politique à un débat sur les élections. Moi j'aurais aimé aujourd'hui que les mêmes débats qui se passent dans les pays voisins, au Rwanda, où on travaille, où les gens discutent sur la croissance économique, les gens portent des projets, des programmes alternatifs et discutent. Mais qu'on sorte de ce débat d'organisation des élections pour entrer dans le vrai débat. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on demande? Mais sortir les élections du ministère de l'Intérieur. La proposition de l'Amnesty International dans ces conditions, l'Amnesty l'a proposé, RADDHO l'a proposé, tout le monde l'a proposé. Il y a une jurisprudence en 2012. Tout le monde l'a fait. Vous pensez que si tous les présidents de la République avaient utilisé tous les moyens pour rester au pouvoir, vous pensez qu'il allait quitter le pouvoir? Je pense que si tout le monde était obsédé par un deuxième mandat, un troisième mandat, à tout faire pour rester, je pense qu'ils ne quitteront pas, malheureusement. Et non, ça je vous donne. Ça dit, ça, non, régime non, ça dit que moi je ne veux pas anticiper sur un débat, on va en venir.
Mais je pense que si Abdoulaye Wade avait, lorsqu'il avait, avait insinué des trucs sur Macky Sall, et que tout le monde, nous tous, on était là pour défendre, pour se battre. S'il n'avait pas en fait, une moralité qui lui permet de dire que mes adversaires politiques, quand même, à l'image du Sénégal, à l'extérieur, il me faut un gentleman agreement autour de la classe politique. Mais je pense qu'il pouvait forcer. Maintenant, forcer jusqu'à aller où? Il faut comprendre que le pays ne peut pas être dans un débat de deuxième mandat. Le débat qu'on doit porter aujourd'hui, c'est ce plongeon-là que la direction de la production des études économiques a fait le mois passé sur l'emploi salarié qui a diminué de 2,7%. C'est ça le débat formel qu'il faut poser. Les emplois qui diminuent mois en mois, de mai en juin. Ça, c'est les documents de la direction des politiques d'études économiques qu'il a produit. Ce n'est pas nos chiffres, c'est les chiffres de l'État du Sénégal. Cette plongeon-là du secteur primaire qui a varié presque de 9,7%. D'ici 2019, on va être à combien? 23% de diminution d'emplois salariés. Pourquoi les entreprises ne prennent plus, ne recrutent plus? Les entreprises ne recrutent plus parce qu'en réalité, l'économie ne marche pas. Et je pense que le directeur général de l'ADPME a eu raison de le dire lors de le séminaire passé, il y a un mois, sur le fait qu'il faut trouver un nouveau slogan, le Sénégal émergent. Maintenant, le slogan qu'il a bien trouvé, c'est PME, Sénégal PME. Parce que sur les 407 000 entreprises sénégalaises, 97% n'ont pas de chiffre d'affaires qui dépasse 1 milliard. C'est eux qui l'ont dit, hein. C'est eux qui l'ont dit, c'est leur chiffre. On peut vérifier. 97% des entreprises ne dépassent pas 1 milliard de chiffre d'affaires par mois. Ça veut dire qu'on est loin. Ça veut dire que eux, en fait, c'est pas de se bomber les torses en disant que le programme Sénégal émergent. Nous, on a eu à alerter un débat, en tout cas, au niveau du grand parti. Nous, on a fait un document qu'on a sur des critiques qu'on a portées sur le PSE, pour qu'on puisse rectifier la non-participation des entreprises sénégalaises dans les projets de l'État. Parce qu'en réalité, la manière dont on a organisé la structure d'investissement du PSE, à long terme, il n'y aura plus d'industriels sénégalais. Il n'y aura plus de champions sénégalais. C'est-à-dire on a soit un building operating transfer, soit on transfère l'investissement sous forme de BOT, soit une entreprise sans dette à l'étranger vient investir et réalise l'ouvrage. Il n'y a aucun protocole de transfert même de compétences sur les ouvrages qui sont réalisés. Le débat doit porter sur ça. Maintenant, le problème qui se pose, il faut que rapidement, que les conclusions de la RADDHO, de l'Amnesty International, les conclusions de la Ligue, tous ces conclusions qui proposent à ce que le ministre de l'Intérieur, qu'on nous mette une personnalité neutre. Mais quand même, si de bonne foi, mais quand même, Abdoulaye Daouda Diallo, qu'est-ce qu'il sait faire pour qu'on ne l'enlève pas au ministre de l'Intérieur? Mais les gens doivent se poser des questions. Voilà, nous allons vers un remaniement ministériel très certainement dans quelques semaines, pour ne pas dire dans quelques jours, parce que dès que le président sera là. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas quand même, pour évacuer cette polémique autour des élections, qu'on nomme, comme il le dit, un ministre de l'Intérieur qui ne serait pas de la paire? Bon, ben... Ou bien, en tout cas, même si les ministres de l'Intérieur, qu'on nomme quelqu'un comme chargé d'organiser les élections qui ne soit pas de la paire. Bon, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, tout est question de processus. Même s'agissant des questions électorales, c'est un processus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce n'est pas du tic au tac qu'on peut résoudre tous les problèmes. Je ne dirais même pas problème, mais je dirais les points les plus sensibles sur lesquels il faudrait avoir un consensus. Et par rapport à cela, il faudrait que l'opposition d'abord, en premier lieu, soit responsable. Je dis bien soit responsable parce que on les avait conviés à une journée de débat autour de certains sujets d'intérêt nationaux. Ils avaient refusé. Lui-même l'a dit tout à l'heure, il n'était pas tout présent. Oui, Malick Gakou n'était pas là-bas. Ouais. Mais quand on boycotte les journées de dialogue, comment peut-on participer à la mise sur pied d'un processus, d'un document consensuel qui regroupe pratiquement toutes les sensibilités? Ce n'est pas tout possible. Il faudrait qu'eux-mêmes d'abord soient les principaux répondants du gouvernement actuel. Mais quand cela ne se fasse pas, c'est très 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 difficile de mettre quelque chose de consensuel sur la table. Mais face à quelqu'un qui ne veut rien voir,
la seule manière de gouverner, c'est d'abord d'utiliser la logique. Et de mettre la logique ou la force? La logique ou la force? Non, c'est pas la force. Si c'était la force, Georges, vous savez, le président Macky Sall est venu en 2012 tout en sachant qu'il ne peut pas s'éterniser éternellement au pouvoir. C'est la raison pour laquelle toutes les questions qui tournent autour de la chose électorale a fait l'objet d'une discussion profonde pour les partis qui ont évidemment voulu bien y assister. Et par rapport à cela, nous avons eu vraiment des avancées et pratiquement, je peux dire que la chose électorale a été tellement encadrée, bien encadrée, de telle sorte qu'on ne peut pas dire que le gouvernement actuel a forcé les choses. Oui, mais vous savez, la question de cet organe ou bien de cette personnalité chargée d'organiser les élections est très importante, puisque vous avez même entendu l'ancien président dire que tant que c'est le système actuel qui continue, ils ne participeront plus à une élection organisée de la sorte. Mais quel système actuel? Mais même si c'est ce même système actuel qui l'avait mis au pouvoir. Et c'est ce même système actuel qui est tenté jusqu'à présent d'être bonifié au fil du temps. Mais avec un ministre, avec un autre ministre. Je dis bien au fil du temps, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un processus. C'est un processus. Peut-être que la majeure partie de l'opposition peut bel et bien ne pas être d'accord sur certains points, mais par contre, il y a d'autres partis qui sont là et qui sont d'accord sur ce qui a été présenté aux Sénégalais. Et je pense que la meilleure façon d'abord, c'est d'abord de répondre présent, mais aussi de jouer leur participation dans ce processus. Parce que rien n'est figé, hein. Parce qu'après même ces élections, on va tendre encore vers d'autres élections. Et la délivrance des cartes d'identité s'effectue jusqu'à présent. Tout à l'heure, j'ai entendu dire de quelle manière on a essayé de gagner Dakar. Moi, je pense que tout ça, ce sont des analyses un peu alambiquées pour salir la victoire de la coalition de nos Bopiaka. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas nous dire, on ne peut pas nous montrer avec des preuves à l'appui que le processus électoral a été biaisé. Je ne pense pas. Mais et maintenant, accepter vouloir débarquer le ministre de l'Intérieur de son poste, c'est que le ministre de l'Intérieur est incompétent. Ça aussi, c'est la chose. On va le faire. Non, le ministre de l'Intérieur. Nous ne sommes pas venus. Je vous dis que jusqu'à présent, aujourd'hui, ce que favorise le gouvernement actuel, c'est le dialogue. S'il avait gagné les élections, il n'allait pas dire que ces élections ont été extrêmement organisées. Ah, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Est-ce qu'ils ont dit là-bas que nous avons mal organisé les élections? Et pourtant, à Thiès, il y a des gens qui ont voté avec des récépissés, avec des cartes d'identité. Et pourtant, c'est la coalition Manko pour le Sénégal qui est sortie leader à Thiès. Donc moi je pense qu'il faudra essayer de savoir raison garder et si je peux dire même, de participer sur ce processus qui a été déjà mis en place. Parce que le président Macky Sall ne va pas se tenir au pouvoir. Et après les présidentielles qui vont venir, certainement, si Dieu le laissera ici, quelqu'un d'autre sera là encore, mais il va encore continuer le même processus qui fera toujours l'objet de critiques quand on n'est pas du temps présidentiel. Et c'est dommage. Et apparemment, vous, au niveau du grand parti, vous avez tourné la page de ces élections parce que déjà, votre leader a déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2019. Et ce n'est pas déjà... vous projetez déjà vers 2019, alors que là, vous avez tourné définitivement la page. Ce n'est pas pour montrer un peu que... pour un peu digérer votre défaite à Guédiawaye. Non, c'est pas une... Mais aujourd'hui, moi je pense qu'on n'est pas dans un état d'esprit de défaite. Ah bon? Vous croyez que les gens sont dans un état d'esprit de défaite dans la mesure où... Parce qu'après les élections, beaucoup de gens ont dit qu'il y a certains leaders qui doivent revoir leurs prétentions à la baisse et on cite récemment, on cite souvent Malick Gakou. Il faut comprendre une chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs rectifier une chose, Malick Gakou n'a pas dit qu'il est candidat à la présidentielle 2019.
C'est vous qui l'avez proposé? C'est l'Assemblée générale qu'on a organisée sur les différents départements du Sénégal, sous forme de comité directeur, qui lui a demandé, qui lui a donné un mandat de préparer la structuration du parti au premier quinzaine du mois de janvier et de travailler sur une plateforme politique afin de finaliser le programme du parti pour proposer une offre politique aux Sénégalais en présentant une candidature du grand parti. Ça, je pense que ça, c'est le... Mais il n'a pas d'air, lui, il n'a même pas évoqué la question ce jour de l'Assemblée. Ça, c'est une petite rectification. Mais le problème, l'histoire du problème, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que depuis le début de ces négociations-là, avec l'opposition, je pense que quand le président de la République a appelé les leaders au palais, je pense que vous parlez de ça. C'est cette rencontre-là au palais, où il y avait Mansour Mbaye, tous les trucs du Sénégal, certains même qui ont pris la parole, qui ont parlé d'autres choses que la politique. Président, Dimbali ñu dañu kii dañu sonn, d'autres qui te disent que mais diw yërëm ko génne ko. Vous pensez que non, je vais vous dire, ça dit que je pense qu'il faut comprendre que journée de dialogue national. Ça dit que en fait, voilà les images que le président de la République cherchait. Le dialogue national est dynamique. Le dialogue national est sectoriel. Le dialogue national ne peut pas être un jour. Il y a même certains qui ont proposé que ce 26-là soit décrété journée internationale, je ne sais pas quoi. Vous pensez que les gens sont dans le spectacle ou bien sont dans l'efficacité? Quand on veut être efficace, ça dit, il faut déjà créer... Le leadership, c'est la confiance. Bon, le leadership situationnel. Maintenant, je ne parle pas de leadership stratégique, comme l'armée. Je veux dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on n'a pas confiance à la personne qui doit organiser les élections, je pense qu'il faut comprendre qu'il sera difficile d'organiser un dialogue. C'est tout à l'heure, je lui ai lancé un truc pour lui dire que, bon, mettez un ministère de l'Intérieur neutre et on dialoguera. Ça dit, c'est simple. Aujourd'hui, oui, mais est-ce que vous aussi de l'opposition, par exemple, vous, au niveau du grand parti, est-ce que vous devez toujours continuer à jouer la politique de la chaise vide quand on vous appelle? Non, attends, ça dit que nous, on ne joue pas la position. D'ailleurs, on est dans des phases de proposition. Parce qu'aujourd'hui, ce qui pourrait régler la situation, parce que s'il faut trouver des solutions, eux, ils savent le scénario le plus rapide pour que le fichier électoral soit audité. Parce que les gens ne sont pas prêts à accepter, je vous dis, cette simulacre d'élection qu'on a organisée. C'est-à-dire, si on doit aller vers l'audit du fichier électoral, mais il y a des scénarios qu'il faudrait utiliser en mettant en place une CENI, une commission nationale indépendante, comme le mot l'indique, un ministère de l'Intérieur qui n'est pas maire de quelque part, à quelque part, et puis qui n'est pas responsable de la paix à quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je pense que même moralement, ça pose problème. Moi j'ai eu une scène qui m'a beaucoup perturbé. Quand le président de la République faisait son meeting au Grand Théâtre, j'ai vu le ministre de l'Intérieur presque danser, donc bouger, applaudir pour quelqu'un qui doit être un arbitre. Mais quand tu es dans un match de football où les arbitres tapent les ballons, vous voyez ce que ça fait. Non, franchement, moi je pose une question dans sa dimension simple. C'est-à-dire, regardez ce que ça fait. Quand des arbitres, dans un match, tapent les ballons et même marquent à quelque part dans... Ça ressemble à ça, quoi. Non, mais c'est ça, ça ne ressemble pas à ça. Voilà, nous allons progresser pour parler de... Monsieur Gueye, je reste avec vous. Certains ont proposé, Khalifa, c'était votre allié au niveau de Manko Taha au Sénégal, c'est votre allié. Alors, comment est-ce que vous trouvez cela? Est-ce que vous trouvez que c'est quand même logique de demander une caution, de collecter une caution pour le maire de Dakar? Bon, est-ce que cela n'est pas un aveu de culpabilité quelque part? Non, attends, ça dit que le maire de Dakar, notre tête de liste, Khalifa Sall, n'a jamais demandé à cautionner. Je pense que je n'ai jamais entendu dire qu'il a besoin d'une caution pour sortir de prison. Et je pense que ce n'est pas la première initiative qui a été lancée pour demander à des personnalités dans ce pays de cautionner, mais il me semble qu'il avait refusé à ces moments-là. Donc le problème, c'est pas sur le plan sur le plan juridique ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Il faut comprendre que ce qu'il faut déplorer, ça, c'est pas l'homme politique qui parle. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut rehausser également le débat, il va falloir qu'on soit un peu dans
dans l'observation. Je veux dire qu'on soit un peu observateur et moins politique. J'ai l'impression qu'il y a une ligne de défense qui est là, au niveau de l'APR, que tous les responsables de l'APR proposent dans les trucs de télévision. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Maintenant, il faut comprendre que nous, ce qui s'est passé sur des rapports que le président de la République a eu, l'OFNAC, il y a eu des rapports des personnalités dans ce pays. Et quand le président de la République disait que la CREI c'était l'ancien régime, mais l'OFNAC c'est nous. Je pense qu'il l'avait dit. Et l'OFNAC a eu des rapports qu'ils ont donnés au président de la République. Et ces rapports-là, je pense que il faut quand même les gens jusqu'à présent se posent des questions pourquoi ces rapports n'ont pas été donnés au procureur. Et que le dossier de Khalifa Sall a été infiltré et remis au procureur qui a engagé des poursuites. Pourquoi cette justice-là, je veux dire, sélective? Le débat que les gens se posent, c'est à ce niveau déjà. Il faut qu'on règle ce niveau déjà. Si on règle ce problème sur le fait que tout le monde est égal devant la justice, c'est-à-dire on avance un peu pour venir sur le fait que tous les hommes politiques au Sénégal qui portent une offre politique pour diriger ce pays ne doivent pas théoriser, je veux dire, la malgouvernance. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que quand même qu'on aille vers cette autonomie de la magistrature. Parce que l'indépendance peut se produire, c'est un vieux pied. On est dans l'optimisme du cœur. Mais si la magistrature était autonome, si aujourd'hui cette relation entre le parquet et le procureur, et cette relation entre le ministre de la Justice et le président de la République, on nous dit que bon, le procureur est maître des poursuites. Et aujourd'hui, nous savons cette relation entre le ministre de la Justice et le procureur, en termes de tutelle. Si on avait apporté des réformes que les assises nationales avaient préconisées, en mettant en place en fait une magistrature avec une cour constitutionnelle qui était indépendante du parquet, mais je pense que les magistrats allaient conquérir leur liberté. Parce que les magistrats vont se battre pour conquérir. Parce que la liberté, il faut acquérir cette liberté-là. Parce qu'en ayant, en fait, je veux dire, le courage de faire comme certains. Parce qu'il y a des juges quand même dans ce pays qui méritent tout le respect. Certains juges et je profite pour faire un ouf de soulagement, d'espoir sur le nouveau président de l'UMS, le juge Eliko, qui a montré par des faits que lui, il a besoin d'être indépendant. Et je pense que le jour où on aura, je veux dire cette indépendance entre les institutions de la République, et l'exécutif et le législatif, l'Assemblée nationale doit être plus qu'indépendante. Moi, j'ai été conseiller de technique de Moussa Agnès de 2012 à 2015, mais les scènes qu'on a vues à l'Assemblée nationale, où l'installation du bureau, le ministre d'État Mbaye Ndiaye vient, lit un document pour dire que tel est le groupe parlementaire, alors que les députés doivent avoir cette liberté de nommer leur... Voilà, rapidement. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça fait. Donc, voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas gênant quand même de devoir maintenir un député en prison qu'il doit se présenter au moins pour l'installation de l'Assemblée? Oui, mais vous savez ça, son dossier a été démarré bien avant même le fait qu'il soit député. Ça veut dire que son dossier a été déjà ouvert bien avant. Et est-ce que c'est parce qu'il est député aujourd'hui qu'on va l'extraire de force de prison? Est-ce que la justice l'autorise? C'est ça la question qu'il faut se poser. Bon, mais tout à l'heure, tu as posé la question à mon co-débatteur. Les partisans veulent bien déposer voilà, pour le libérer. C'est parce que je me dis bien que dans quelque part, ils se disent que Khalifa a été bien coupable de ce qui lui est reproché. Mais lui n'est pas demandeur. Hein? C'est vrai qu'il n'est pas demandeur. Mais c'est vrai qu'il n'est pas demandeur. Mais c'est là où je vais en venir, M. Gueye. Il faut faire confiance à notre justice et laisser la justice faire son boulot. Parce que ce n'est pas ni moi, ni vous, ni personne d'autre qui peut se substituer à la justice. Donc, essayer de vouloir chercher des solutions, vaille que vaille, c'est même enfoncer Khalifa Sall dans sa position.
Et je leur demanderai vraiment de faire confiance à la justice. Voilà, merci. On me signale que le temps qui nous était imparti est terminé. Merci donc à vous, Seynou Diouf. Je rappelle que vous êtes responsable de la PR à Thiès. Merci à M. Malik Gueye, il est responsable du Grand Parti. Merci à l'équipe technique, cher Tidiane Ndiaye. Merci à Oustaz Hassan. Merci à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de WAF TV.